Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons parler football. Plus exactement de la géopolitique du football en Afrique notamment, un continent qui vit au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations depuis le 13 janvier dernier. Parler de géopolitique du football aujourd'hui s'explique par le fait que les événements géopolitiques ont, ces dernières années, des répercussions directes sur l'organisation du football. Selon Pascal Boniface, le football est un élément constitutif des relations internationales contemporaines que l'on ne peut plus limiter aux seules relations diplomatiques entre États. Pour évoquer justement cette problématique de la géopolitique du football, avec moi dans le studio d'Ifriqiya FM, Mzhoura Lahiani, bonjour. Bonjour. Et Samuel Akizimana, bonjour. Samuel. Bonjour. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. On dit que le football a conquis le monde depuis les années 70. Mzhoura, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Enfin, c'est un sport qui a commencé, c'est un moyen de divertissement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va parler beaucoup plus géopolitique, comme vous avez introduit. Oui. Donc, depuis qu'il a commencé, ça sert les intérêts géopolitiques et économiques des pays. Samuel, football. Ouais, football. D'abord, on tient à rendre hommage à ce qui se passe actuellement en Afrique, la CAN 2023, où on espère que ça va encore apporter de la joie. Et aussi, maintenant, on va parler plus sur le géopolitique du football, ce qui est intéressant. Exactement. Certains spécialistes des relations internationales, quand ils parlent de la géopolitique du football, ont comme exemple cette équipe du Front de Libération Nationale, du FLN, pendant la guerre de libération des Algériens contre l'occupant français. Le 13 avril 1958, un groupe de joueurs décident de mettre un terme à leur carrière de joueurs professionnels pour embrasser et pour rejoindre l'organisation du Front de Libération Nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel? Oui, exactement. En fait, c'est mémorable de commencer par rendre hommage à cette équipe de FLN, Front de Libération Nationale, où le 13 avril 1958, on peut parler du joueur comme Mekloufi, ou qui a sacrifié sa carrière internationale parce qu'il était en France et jouait pour des clubs français. Il avait sacrifié sa carrière sportive pour la cause, parce qu'il a rejoint l'équipe du FLN pour participer. Non, il y avait 3 joueurs parmi le 11 du FLN qui allaient participer à la Coupe du Monde de 1958, à 3 mois donc de l'ouverture de cette Coupe du Monde. Ils décident de rejoindre, armes et bagages comme on dit, le Front de Libération Nationale. Exactement. Et non seulement ça, parce qu'eux voulaient servir du football comme une vitrine, un podium où ils vont manifester pour montrer ce qui se passe en Algérie. Et non seulement ça, pour sensibiliser contre la libération, pour l'indépendance de l'Algérie. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est à travers une de ces phrases. Moi, je vais parler par exemple sur Rachid Mekloufi, où il avait dit: le football devient notre tribune internationale. Nous jouons pour l'indépendance de l'Algérie, pour montrer au monde notre détermination. Et non seulement ça, on peut aussi donner d'autres messages de la part d'autres joueurs comme Moustapha Zitouni, où il avait dit: sur le terrain, nous étions plus qu'une équipe de football. Nous étions les porte-parole d'un peuple en quête de liberté. Donc vous voyez que c'est au-delà du football. Là, c'était pour donner le message qui était là.
Ils étaient des ambassadeurs Mzhora Oui, effectivement. De la lutte de libération nationale. Oui, c'est la meilleure illustration qu'on peut utiliser de comment le football est utilisé de manière géopolitique pour montrer ce qui se passe en Algérie, comme on a cité le FLN. Donc c'était un moyen de communication politique pour eux, et ils utilisaient le football surtout pour montrer ce qui se passe en Algérie. Donc ils jouaient, comme il a cité leur citation ou bien leurs paroles à l'époque, et ils le pensaient vraiment, et ils jouaient de tout cœur pour refléter tout ce qui... Donné à fond. Oui, effectivement. Parce qu'on peut voir qu'il y a même des joueurs étrangers qui ont adhéré à leur quête. Ah oui. On peut parler par exemple de Juste Fortin, que tout le monde connaît. On peut parler de Raymond Kopa, qui ont rejoint aussi parce qu'ils voulaient aussi exprimer leur solidarité. Par exemple, même là, on peut parler même des frères de Ray Kopa, parce qu'il y a beaucoup sur ça, on peut trouver, où Ray Kopa avait dit, ce n'était pas seulement un match de football, c'était une déclaration politique sur la scène mondiale. En fait, ils voulaient participer pour montrer leur soutien et leur solidarité au peuple algérien, et surtout sur le côté où on voyait des gens qui étaient soulevés pour se battre, non seulement sur le plan armes, etc., mais aussi pour montrer leur mécontentement, pour montrer à ce qui se passe sur la scène internationale, parce qu'ils voulaient utiliser le football comme une vitrine pour balancer les messages en disant il y a ce qui se passe en Algérie, et nous sommes prêts à sacrifier même nos carrières sportives pour ça, pour la cause. Et puis c'était un cas unique dans l'histoire, cette équipe algérienne, pour un petit peu clôturer Mzhora. Oui, bien sûr. C'est là où on voit aussi comment le foot est utilisé de manière à promouvoir les échanges culturels, et d'une part aussi, et les relations entre les nations. Comment les autres aussi, ils ont pu influencer les autres nations à s'adhérer à la cause algérienne. Je voudrais préciser que la FLN avait gagné le match à Lisbonne, il faut le préciser. Non, je pense, ils ont gagné 80% des matchs qu'ils ont joués. Je pense que sur 86 matchs, ils n'ont perdu que 4 ou 3 matchs. Pour montrer la force de la cause qu'ils étaient prêts à se donner au-delà de... Exactement. Alors, pour revenir maintenant à l'Afrique, parce que le football et le continent africain, nous savons que c'est le sport préféré de tous les Africains, à tel point qu'on parle de l'Afrique comme étant un réservoir de jeunes talents, n'est-ce pas? Oui, on peut donner, il y a plusieurs exemples pour montrer que l'Afrique est un réservoir de jeunes talents. On peut commencer par un Georges Weah, le premier ballon d'or africain. Georges Weah, on sait très bien qu'au-delà de sa carrière footballistique, il est devenu un président de la République. Oui, de la République. On peut parler, moi j'aimerais aussi mettre en valeur, par exemple, c'est en Côte d'Ivoire actuellement, on peut mettre en valeur Didier Drogba. Exactement. Didier Drogba, juste pour parler un peu sur la géopolitique du football, nous savons que en 2010, Didier Drogba avait participé pour contribuer à ce que, parce qu'il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, il a contribué pour être un ambassadeur, pour régler les problèmes entre la population ivoirienne. Ce qui montre assez que non seulement il y a ce côté réservoir de talent en Afrique, parce qu'on peut parler de Samuel Eto'o, on peut parler de Georges Weah, on peut parler de beaucoup de personnes qui sortent de l'Afrique, parce qu'il y a tellement ces talents intrinsèques en Afrique, et surtout des jeunes qui veulent se développer pour subvenir à leurs besoins, qui partent à l'étranger, et non seulement ça, ils deviennent des ambassadeurs pour donner des messages, pour montrer l'exemple, pour aussi porter des messages des autres personnes. Et non seulement contribuer sur la scène politique pour résoudre certains problèmes, comme l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba en 2010. Si j'ai quelque chose à ajouter par rapport à cela, c'est que la migration des joueurs aussi, ça a un impact géopolitique. Parce que c'est des joueurs de diverses nationalités. On parle de la perte de talent en fait, et ça a une implication sur la politique. Donc quand les joueurs partent d'une équipe, de l'Afrique, d'un pays africain à l'étranger, on parle, ça a des implications sur la politique du pays. Donc on les suit ces mouvements de joueurs. Là, on peut regarder l'équipe de France, on dirait c'est l'équipe africaine. C'est une équipe africaine. Où on voit, il y a ce côté perte de talent qui vont à l'étranger. Mais ce qui est important, c'est que malgré que ces jeunes joueurs, ils jouent pour des équipes européens, mais si on regarde à chaque fois qu'il y a des messages à donner où il y a des problèmes sur la scène internationale, surtout en Afrique, ces joueurs des différentes nationalités, parce qu'on dit nationalisée française, mais quand il y a des problèmes, ces joueurs contribuent et interviennent pour la résolution des problèmes dans notre cher continent africain.
Alors, elle parle donc de cette migration des joueurs. Nous savons qu'il y a des milliers de joueurs qui partent chaque année. Jusque-là, c'était au milieu des années 50, c'était les Brésiliens. Donc, jusqu'à 1997, je pense, c'était le Brésil qui dominait le marché mondial du football. En 10 ans, il y avait 2000 footballeurs professionnels qui ont quitté le Brésil pour la France, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Ouais. En 97 seulement, il y avait 500 Brésiliens. Mais depuis les années 2000, c'est les joueurs africains qui font la gloire des clubs européens. Effectivement, parce qu'il faut regarder que avant, au fait, le continent africain, il y avait des talents, mais ces talents n'étaient pas encore mis plus en valeur parce qu'il n'y avait pas encore plus des investissements. Maintenant, quand on regarde à travers la pépinière des jeunes africains, on voit qu'il y a des milliers de talents qui sortent chaque année. Et non seulement ces milliers de talents qui sortent chaque année, mais ils ont cette envie de prouver sur la scène internationale qu'ils peuvent. Parce que il faut le dire aussi, le football est devenu aussi, c'est une globalisation parce que le football est devenu aussi un moyen de sauver sa famille en réalité de la pauvreté. Surtout que nous savons que nous sommes en train de souffrir à travers ce qui se passe en Afrique. Il y a certains jeunes maintenant qui veulent utiliser le football pour pouvoir acquérir certaines expériences et revenir investir en Afrique. On peut donner un exemple du joueur sénégalais Sadio Mané, qui est parti à l'étranger. Normalement, il est passé en France, il est passé en Angleterre, etc. Maintenant, il est en Arabie Saoudite. Mais si on regarde très bien, c'était un joueur qui a quitté le continent. Il avait des propositions pour jouer dans des équipes européennes, etc., étrangères, mais il a refusé. Parce que son but principal était quoi? Je pars de là, mais je veux revenir et investir dans mon cher continent qui est le Sénégal, où on voit qu'il contribue sur le côté politique, il contribue sur le côté investissement dans son pays, parce économique, etc. dans son pays, parce qu'il fait des millions d'investissements dans son pays. Le Mali également qui a pris récemment une décision d'ouvrir donc des écoles de formation, donc des jeunes footballeurs par des anciennes gloires de l'équipe malienne. Oui, comme c'est du Keïta, etc. Parce que on voit que il y a cette prise de conscience en disant nous devons investir dans nos enfants, parce qu'on voit que non seulement le football c'est au-delà, parce que si on parle du football, il faut comprendre que il y a des messages qui sont donnés côté culturel, côté. Un exemple, il n'y a pas longtemps, on a participé dans une émission où on a parlé sur le fait, par exemple, quand on a parlé de la CAN, pour montrer un peu l'implication du football sur le domaine de la CAN, par exemple, où on a vu que ça a changé la mentalité. Par exemple, quand on parlait des joueurs ghanéens qui étaient partis à la CAN, on les avait vus habillés dans leur tenue traditionnelle. Pourtant, c'est des joueurs qui jouent dans des équipes nationales, qui jouent dans des dans des clubs étrangers, comme Angleterre, Italie, comme on a parlé la Liga avec le Barça, etc. Mais quand il s'agissait de jouer en Afrique, on était habitué de les voir habillés dans de costards, etc., smoking, etc. Mais quand ils sont venus, ils étaient habillés dans leur tenue traditionnelle, pour montrer non seulement que, oui, cet enracinement. Oui, cet enracinement, mettre la valeur de tout ce qui est de notre cher continent, et porter le message en disant nous aimons aussi ce que nous avons comme culture. C'est pas seulement pour des occasions spéciales, c'est pas seulement porter de smoking, etc. Il y a aussi nos tenues traditionnelles qui là. Donc il y a des messages qui sont envoyés. Et si on regarde l'implication, à tel point que, même les différents gouvernements accompagnent leurs footballeurs parce que ça représente les pays. Montrer l'importance de ce que ces joueurs sont en train de faire sur le contexte continental. Il y a des messages envoyés à travers ces joueurs. Et puis, voilà, quand certains pays qui traversaient donc un certain nombre de conflits, ils observaient une sorte de trêve pendant notamment la Coupe d'Afrique. Oui, effectivement. Donc déjà les pays qui organisent les coupes du monde ou la Coupe d'Afrique, ça on met toujours en lumière c'est un moyen, le football est utilisé comme un moyen de mettre en lumière que ce soit la culture du pays ou l'image du pays. Donc je vais parler aussi de l'achat des clubs. Ça influence surtout si on parle de la géopolitique du sport. C'est un moyen qui peut créer des liens entre le sport et aussi les intérêts politiques et géopolitiques des nations. Donc c'est un point aussi favorable que je pense que c'est important de parler de cela. Au-delà de migration des joueurs, l'achat des clubs aussi c'est important. Donc aujourd'hui, l'Afrique n'est plus regardée comme un simple réservoir donc de ces jeunes talents, mais depuis notamment l'organisation par l'Afrique du Sud de la première coupe sur le territoire africain, les choses ont changé, ont évolué. Samuel?
Oui, effectivement, les choses ont évolué, les choses ont changé. Parce que déjà, c'est une gloire de voir que... déjà, c'est ça qu'on veut montrer. Parce que souvent, on avait parlé en disant... Souvent, quand on parle de l'Afrique, on montre toujours le côté pauvreté. Ouais. On montre que c'est un continent où il y a la misère, etc. Mais quand vous regardez les infrastructures qui sont mises à cette disposition, quand il y a l'image qui est donnée en disant... Nous sommes capables, nous sommes africains, mais à travers de cela, nous travaillons, nous investissons et nous sommes capables d'organiser des grands événements mondiaux. Parce que quand on parle du football, c'est ce qui rassemble des milliards de personnes à travers le monde. Ouais. Et non seulement ça, c'est pas seulement la Coupe d'Afrique, mais c'était la Coupe du Monde. Imaginez, vous amenez le monde entier auprès d'un continent et vous arrivez à survenir à leurs besoins. Et sans problème, tous en regardant les infrastructures, tout était bien tenu pour montrer l'importance de l'Afrique au travers du monde en disant, nous sommes capables. Nous ne sommes pas seulement des suiveurs, mais nous sommes aussi des organisateurs, nous pouvons créer et organiser. Et à travers ça, par exemple, moi, j'aimerais donner un exemple sur quelque chose qui m'a tenu à cœur, c'est à travers l'hymne national actuel de la Coupe d'Afrique, pour vous montrer les mots qui m'ont un peu touché, qui sont très très profonds, pour montrer l'importance du football, non seulement en Afrique, mais aussi à travers le monde. C'est écrit nous voilà réunis comme une famille pour célébrer la vie, et c'est dans l'unité qu'on va rigoler. On va même s'enjailler, que tu sois anglophone, ou bien francophone, ou bien lusophone, ou bien maghrébien, nous sommes main dans la main pour célébrer tous ensemble. Ce qui montre l'importance en disant, c'est au-delà de tout ça. C'est là où les gens se rassemblent, au-delà des conflits, au-delà de tout ce qui se passe à travers le monde, au-delà des conflits entre les différentes nations. Mais quand il s'agit du football, tous, ils se mettent ensemble, ils sont tous unis pour un seul objectif, pour profiter ensemble et avoir avancé ensemble en tant qu'Africains. Avancer ensemble en tant qu'Africains, mais il y a toutes ces multinationales, Mzhora, qui investissent, qui sont là pour acquérir les droits de transmission, qui est donc un problème qui est posé pour tous les Africains aujourd'hui. Oui, effectivement. Et si on regarde aussi de ce côté-là, c'est que le football était utilisé par les colons aussi pour, comment on dit, diviser pour mieux régner. Oui. Comme au Cameroun, quand ils ont profité à l'époque déjà, donc voilà. Pendant les années 50. Oui, c'est un exemple aussi à donner, comme la France et les Anglais, comment ils ont séparé le Cameroun à travers le football. C'est aussi un moyen, c'est pour ça qu'on dit que c'est géopolitique et c'est très complexe. Et c'est utilisé des deux côtés, que ce soit négatif ou positif. Et c'est à nous de voir comment, vous avez parlé des multinationales, c'est aussi... ça fait partie du ça jeu, fait partie de leur jeu, exactement. Oui, en rebondissant toujours sur la même idéologie. Là aussi, j'aimerais rendre hommage, par exemple, à l'équipe zambienne qui a eu la victoire de la Zambie à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Mais nous savons qu'en 2012, l'équipe zambienne, il y avait eu une tragédie aérienne en 1993 qui avait coûté la vie à l'équipe nationale. À toute l'équipe nationale. Par contre, cette victoire-là, ça a transcendé, je peux dire ça a transcendé le sport parce que ça est devenu un symbole de résilience et de solidarité nationale. En fait, il y a cette contribution. Maintenant, pour revenir par exemple à travers les multinationales, nous savons que c'est là où ça devient un peu parce que on peut dire que c'est des milliards et des milliards. C'est des enjeux, donc, les enjeux au-delà du sport. Au-delà du sport. Parce que si on regarde par exemple, disons, il y a certains sponsors, etc. Mais on peut parler de certains sponsors, je sais pas si je peux le dire, Total Energy par exemple. Mais en regardant au fond du fond, il y a des milliards et des milliards qui sont en train de partir parce que si on regarde très bien, une personne qui gère les ressources naturelles sur le territoire national des différents pays, implanté dans plusieurs pays, mais en réalité, qu'est-ce qu'on retrouve en contribution? En fait, c'est des miettes. On reçoit rien en contribution. Au-delà de cette joie que apporte le football, au-delà de cette union que rapporte le football, mais il y a aussi de secrets en rapport avec le football, même s'il y a le côté vitrine pour les donner des messages, etc., pour aider à contribuer à ce qu'il y a cette union, mais il y a aussi des pertes, il y a des choses aussi qui se passent en cachette qui sont déplorables en rapport avec le football. Parce que les colons
ont souvent utilisé le football comme un moyen de propagande culturelle. C'est pour montrer leur vision du monde et renforcer le côté de supériorité, pour dire que nous on est supérieur. C'est aussi le football. Ils ont utilisé aussi le football comme moyen de promouvoir leur vision, pour Idéologie. dire voilà, idéologie de supériorité par rapport aux autres nations africaines. Mais maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous savez que pour justement parler du football africain, généralement, on parle à travers les stars, entre guillemets, c'est-à-dire des joueurs qui font la gloire des clubs européens. Mais on n'a pas, à mon avis, réuni les conditions pour développer localement ce sport qui draine plusieurs millions de supporters. Oui, en fait, il n'y a pas encore assez d'investissement en Afrique sur le côté sportif et notamment le football. Mais on peut dire que ça tend un peu à changer par rapport. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a plusieurs migrations côté sportif, surtout des jeunes. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce qu'en réalité, c'est des milliards et des milliards de dollars qui partent sur ce côté-là. Et non seulement ça, il faut comprendre que c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui donnent une vision des différents pays. Donc, il faut qu'il y ait ce côté investissement dans ces jeunes parce qu'ils vont devenir des ambassadeurs. Et non seulement quand ils vont revenir, parce qu'on comprend que le football aussi, c'est un moyen de jouer sur la scène géopolitique internationale. Donc, nous devons investir quand on a pris la prise de conscience en disant, à travers ces jeunes, il y a des messages qui peuvent être donnés. Il faut investir à travers ces jeunes pour que ces jeunes puissent contribuer à ce que nous jouons aussi sur la scène internationale, sur le côté géopolitique, parce que nous devons savoir que c'est des ambassadeurs. Il y a des messages qui sont donnés à travers ces jeunes. Oui, effectivement. Déjà, les colons, comme il a dit, on doit investir parce que ils ont utilisé surtout des joueurs sans contrepartie. Ils les payaient pas, comme il a cité. On leur donnait pas ce qu'ils méritaient en contrepartie de tous leurs efforts et de tout ce qu'ils fournissaient pour eux. Donc c'est pour ça on a toujours du travail à faire en Afrique et on doit investir de ce côté-là aussi parce que c'est un moyen de géopolitique très fort qu'on doit utiliser à notre faveur. Alors, une dernière question pour clôturer cette émission. Comment vous voyez l'avenir du football en Afrique ? Je pense que les changements, les bouleversements sociaux, politiques et économiques. Je pense que je vais être un peu optimiste. Oui. Je pense qu'on a un avenir devant nous, mais on a toujours du travail à faire parce que après tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on continue à vivre avec tous les étrangers, enfin la mainmise des étrangers dans nos pays, donc je pense qu'il y a toujours un travail à faire de ce côté-là. Samuel, moi je dirais c'est un point fort parce que moi à travers le football je vois des nations africaines, normalement, si on regarde sur la scène géopolitique, ils ne se parlent pas. Mais quand on voit que les différents pays qui ne se parlent pas, mais quand on regarde dans les tribunes du stade, on voit tous ces jeunes, ils sont tous ensemble, les familles. Parce que c'est là on parle des familles. Ce n'est pas seulement de jeunes, il y a de vieux, il y a tout le monde. Mais ils sont tous unis. Ils sont en train de célébrer, en train de rigoler ensemble, en train de se taquiner ensemble. On voit que au-delà de la mainmise pour influencer sur le continent africain, mais le football arrive à nous unir pour aller au-delà de toutes ces préoccupations, de tout ce qui constitue le côté conflit créé par les différentes puissances étrangères. Nous voyons qu'ils sont tous unis. Donc, ce qui montre l'importance du football à travers. Maintenant, je suis très très optimiste parce que actuellement, on voit que le football africain évolue. Donc ça évolue dans le bon sens parce qu'on voit que on peut maintenant, moi je crois que si le football africain continue à évoluer à ce point, et non seulement pour nous unir tous au-delà des conflits, ça va permettre à ce qu'on va voir un jour un pays africain devenir champion du monde. C'est ça le rêve que j'aimerais avoir. Parce que nous, en tant qu'Africains, on s'en fout que ce soit tel et tel pays. On veut juste que l'Afrique soit champion du monde. Mais ça va dépendre de nous et de cette volonté et de se développer entre nous et surtout main dans la main. Et surtout utiliser ce qu'on voit à travers le football où on voit des peuples qui se chamaillent. Quand il n'y a pas de football, alors quand il y a le football, ils ne se chamaillent pas, ça serait bien de voir que nous sommes des frères, il n'y a pas de frontières en réalité. C'est ce qui montre en disant, il n'y a pas réellement de frontières. Parce que quand vous êtes dans les stades, tu vois les différentes nationalités qui sont là, vous mangez ensemble, vous rigolez ensemble, vous criez ensemble, vous pleurez ensemble. Parce qu'il y a le football, il y a aussi les gens qui pleurent. Vous pleurez ensemble. Ça montre que en réalité, il n'y a pas ces barrières. Donc nous devons enlever ces barrières que les colons ont utilisées pour nous désunir. Nous sommes unis en réalité, ça se voit à travers le football. Donc,
comblons ces vides qu'ils ont créés pour que nous soyons tous unis et avancer ensemble, parce que nous sommes tous des frères. Il n'y a pas en réalité des frontières, il faut enlever ces frontières. Nous sommes tous africains et que l'Afrique gagne. Nous sommes tous africains, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Zora El-Hiani, Samuel Akizimana. Je remercie également ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.